Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Noté pour vous en images qui va couvrir l'actualité des marchés financiers de cette semaine passée. Comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, nous avons eu cette semaine la publication par la Commission européenne de ses propositions de modification de textes qui vont concerner notamment la transposition dans la réglementation européenne des normes du comité de Bâle d'une part et aussi des normes du Conseil de stabilité financière. Mercredi, nous avons donc eu le plaisir de recevoir un nombre assez important de textes de la part de la Commission européenne qui ont l'objectif de réformer plus ou moins en profondeur la régulation financière européenne. Alors, les sujets abordés sont, même s'ils sont évidemment tous liés, sont assez différents. La première chose, ça a été la décision par la Commission européenne de transposer la norme appelée TILAC, donc la capacité d'absorption des pertes, qui a été publiée par le Conseil de stabilité financière le 9 novembre 2015, et de l'insérer directement dans la régulation en y faisant directement référence, puisque a été repris l'ensemble des seuils posés par cette réglementation, une réglementation qui n'est que politique, qui n'est pas juridique, l'ensemble des seuils et également la méthodologie qui avait été choisie par le FSB. On a donc concrètement une modification des dispositions relatives au titre additionnel Tier 1 et une modification des dispositions relatives au titre Tier 2. Donc vous verrez dans les articles 52 et 63 les modifications apportées dans le CRR. On a surtout un nouveau chapitre 5A qui a été inséré dans la partie 2 du CRR sur les actifs éligibles. Alors c'est tout un nouveau chapitre qui va en fait mettre en place tout le système du TILAC pour tout ce qu'on considère comme établissements systémiques et donc les établissements qui ont été classés comme GSIB par le FSB. Donc ça, c'était toute la partie implémentation du TILAC. Deuxième point qui a été mis en place par la Commission européenne, c'est la révision de la BRRD avec du coup tout un article 45 qui a été réécrit et un article 45 qui va lui par contre devenir un article qui va se diviser non pas par chapitre mais par article 45 A, B, C, D, E, F, G jusqu'à K ou quelque chose comme ça. Donc avec vraiment le choix d'une adoption de la méthodologie propre au TILAC pour tout ce qui concerne les GSIB. Attention, le MREL reste applicable à l'ensemble des entités bancaires soumises à la directive, mais quand elles ne sont pas GSIB, à ce moment-là, ce sont les règles classiques qui s'appliquent et on ne va pas passer dans le nouveau chapitre 5A et tout ce qui concerne cette réglementation supplémentaire qui est liée à la lutte contre le risque systémique. Autre point important dans la modification de la BRRD, c'est celui de l'article 55. Vous savez, c'est sur la reconnaissance mutuelle du bail-in. Dès le départ, il a été convenu, ou en tout cas constaté, que cet article avait énormément de mal à s'appliquer, qu'il était difficile à mettre en œuvre et même difficile à comprendre en fait matériellement comment le mettre en application. Du coup, on a une révision de cet article 55 de la BRRD. Troisième point important, c'est une directive à part qui a été choisie par la Commission européenne pour mettre en place une nouvelle hiérarchie d'insolvabilité. Alors, une directive à part, pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de faire entrer en vigueur cette nouvelle réglementation, non pas en même temps que rentrerait en vigueur le TILAC et donc toutes ces nouvelles règles sur les actifs éligibles, mais de faire entrer en vigueur cette nouvelle hiérarchie d'insolvabilité dès juillet 2017. Donc avec une obligation d'avoir transposé le texte en juin 2017 pour une mise en œuvre dès juillet 2017. Je vous rappelle que le TILAC, lui, n'entre en vigueur que le 1er janvier 2019.
Autre point plus cette fois sur les fonds propres, ça va être les exigences de fonds propres qui vont être rendues plus sensibles au risque et notamment au risque de marché, au risque de contrepartie et, grand point important, puisque là on va avoir des nouveaux textes par la suite, l'exposition aux chambres de compensation centrales. Vous constaterez que le ratio de levier a été maintenu à 3%, qu'on a un ratio net de financement stable qui est devenu contraignant puisqu'il y a tout un titre qui a été mis dans la partie 6 du CRR pour rendre ces exigences en matière de liquidité à 1 an plus contraignantes pour les établissements. Vous constaterez également que la Commission a choisi d'ores et déjà d'intégrer les propositions du comité de Bâle sur les modifications apportées au portefeuille de négociation avec la modification des règles de calcul du risque de marché. Dernier point pour le CRR, c'est toutes les modifications apportées au pilier 2. Donc vous savez que c'est un pilier qui est plus national, mais considérant qu'il était important d'avoir une plus grande harmonisation, la CRD4 a été modifiée pour pouvoir avoir quelque chose de plus harmonisé et surtout de plus contraignant en regard du pilier 2. Tous ces textes présentés par la Commission européenne sont des textes très importants pour nos activités. Ils vont bien entendu devoir suivre le processus législatif européen classique. Ce n'est donc pas immédiatement que nous aurons la confirmation du vote de ces textes. Nous n'avons pas non plus la confirmation qu'ils resteront en l'état. Étant des textes très techniques, il y a quand même peu de risques de modification substantielle des textes, sauf à avoir un État au sein du Conseil de l'Union européenne qui s'opposerait absolument à une mise en œuvre des textes qui ont été proposés, rédigés et publiés par le comité de Bâle. Deuxième point que je voulais voir avec vous cette semaine concerne les nouvelles positions prises par l'ESMA dans le cadre de ces documents de questions-réponses sur plusieurs sujets. Alors, elle s'est prononcée cette semaine, une fois de plus, sur la directive OPCVM pour clarifier certaines dispositions en matière de limite d'investissement. Donc, je vous renvoie sur ce texte pour aller voir ces nouvelles règles. L'ESMA a également choisi de publier, dans le cadre de la mise en œuvre de la MiFID 2 et du MiFIR, un nouveau document de questions-réponses et qui va considérer cette fois les structures de marché. Donc sur les structures de marché, deux premières questions ont été traitées par l'ESMA, la désagrégation des données et le régime des pas de cotation de l'article 49, ce qu'on appelle les tick size. On a également une modification du document de questions-réponses, également de l'ESMA, également sur la MiFID 2, le MiFIR, mais cette fois sur les obligations de transparence. Alors, c'est un point important puisque l'ESMA est venue clarifier l'utilisation des dérogations, notamment pour les instruments illiquides. Vous savez que c'est un des sujets clés de la nouvelle réglementation puisque tout ce qui va concerner les instruments non-equity, donc tout ce qui n'est pas titre de capital ou assimilé titre de capital, va désormais dans le champ d'application de l'obligation de transparence pré-négociation. Il y a évidemment des exceptions. Parmi ces exceptions, la plus importante, et de fait, c'est celle de l'illiquidité de l'instrument. L'ESMA va donc préciser que tous les instruments non-equity qui sont considérés comme illiquides sont éligibles d'office à une dispense de l'obligation de négociation pré-trade. L'ESMA précise à cet effet qu'il va y avoir énormément de cas d'instruments illiquides et que donc elle n'est pas en mesure de publier et telle n'est pas sa volonté, en tout cas à l'heure actuelle, de publier une liste des instruments illiquides qui pourraient bénéficier de cette dérogation qui n'est pas une dérogation spécifique en fonction d'un instrument, mais qui est une dérogation beaucoup plus générale puisque liée à l'illiquidité d'un instrument financier. Le dernier point que je voulais aborder avec vous concerne la publication de listes. Alors, ces listes, ce va être des listes qui vont nous servir pour vérifier qu'un client est ou n'est pas dans un cadre réglementaire qui lui serait applicable en raison de sa présence sur cette liste.
Alors, les listes qui ont été publiées cette semaine, ce sont d'abord celles publiées par le Conseil de stabilité financière, le fameux FSB, qui publie chaque année, au mois de novembre, la liste de ce qu'il considère comme J-cible, donc les établissements de crédit considérés comme systémiques. Toujours 30 établissements dans cette liste, quelques variations au niveau du ranking de ces établissements, mais aucun changement par contre pour les établissements de crédit français. Deuxième liste qui a été publiée, c'est celle des assureurs considérés comme systémiques. Là aussi, pas de changement. 9 entités dans cette liste et là, aucune modification. Ce sont bien les 9 entités qui sont comprises d'ailleurs depuis le départ. Pour la France, à noter la présence d'AXA. Liste publiée également par la BCE et elle concerne cette fois les entités qui sont soumises à sa supervision dans le cadre du mécanisme de supervision unique. Donc là, petit changement en raison de fusion au sein d'entités allemandes. On passe de 29 groupes supervisés à 27 groupes supervisés. Aucun changement par contre pour les groupes français au niveau de cette supervision financière par la BCE. Dernière liste dont je voulais vous parler, c'est une liste qui n'a aucun caractère obligatoire, mais sur laquelle l'IBA a choisi de travailler. C'est la liste des entités du secteur public de l'article 116 du CRR. Alors c'est une liste qui va pouvoir en fait aider les établissements dans le cadre de leur calcul de leur exposition, puisque on va avoir la possibilité de savoir quelle entité n'est ou n'est pas dans cet article 116. Pour la France, à savoir que dans ces entités du service public, on peut retrouver la COS, la CADES, l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie, l'ensemble des chambres des métiers. On retrouve également toutes les sous-directions de l'agence de l'eau et l'assistante publique des hôpitaux de Paris, l'assistante publique des hôpitaux de Marseille. Donc une liste en fait une liste réellement à la Prévert de ces entités. Le document peut être consultable évidemment sur le site de l'IBA. Il est important puisqu'il recense toutes les entités, État par État, au sein évidemment de l'Union européenne. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Elle a été bien remplie, je vous l'ai annoncé la semaine dernière. On s'attendait évidemment à ces titres. Bien entendu, il y a énormément d'autres informations dans votre noté pour vous. J'ai toujours choisi de sélectionner 3 points pour que ce ne soit pas trop long et surtout que vous ayez un focus rapide sur ce qui m'a paru moi le plus essentiel. Par contre, en fonction de vos dossiers, évidemment, l'ensemble de la note peut vous intéresser. Donc vous y retrouverez évidemment énormément de textes qui ont été publiés, des recommandations de la CPR, des recommandations de l'autorité des marchés financiers, une consultation de l'autorité des marchés financiers, mais également des règlements délégués publiés au titre du MIFIR. Enfin, un tas de textes qui sont très importants également, mais cette semaine étant très chargée au niveau des travaux issus par la Commission européenne, que je n'ai pas eu d'autre choix que de faire une sélection. Voilà, j'espère que cela quand même vous a intéressé. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez, que ce soit en commentaire ou en m'appelant, pour ceux qui ont mon numéro. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et la semaine prochaine, je vous retrouverai mais avec un décor un peu différent, puisque je ne serai pas au même endroit, mais pas d'inquiétude, j'essaierai de tourner pour vous, le noter pour vous en images. A très bientôt, au revoir.